Bonjour à tous et bienvenue pour cette émission spéciale, toujours en direct de Mosaïque Cristal, délocalisée à l'auberge Saint-Walfried à Sarreguemines. C'est ici que vient de se dérouler ce matin la finale du concours de pâtisserie dans le cadre du festival Loust in Sarreguemines. On va en parler tout à l'heure. Dans cette émission, on reviendra aussi sur quelques temps forts qui ont marqué le week-end dans l'arrondissement. Et puisqu'on est au Saint-Walfried, on va évidemment en profiter pour vous faire découvrir ce lieu emblématique de la gastronomie. Vous allez notamment voir des images des coulisses de cet établissement. Côté politique, la campagne électorale pour les législatives se poursuit. On a enregistré dans les conditions du direct les interviews des 8 candidats de notre circonscription. Aujourd'hui, nous diffusons l'interview de Nicole Triss à découvrir en fin d'émission. On commence avec l'actu et un lycée cher au cœur des habitants du Pays de Bitche. Le lycée Tessier a fêté ses 30 ans vendredi. La première rentrée s'est faite en septembre 1991. C'était après des années de bataille des élus et des parents d'élèves. Retour sur cette histoire dans ce reportage de Catherine Henrich. Ces jours de fête au lycée Tessier, il y a 30 ans, la première génération de lycéens prenait possession des lieux. Pour les élèves nés avant 1976, cet établissement était le collège, connu aussi comme le Bleu. Pour aller au lycée, il y avait 3 alternatives. Entrer dans le privé à Saint-Augustin, faire le lycée professionnel au Schweitzer ou partir à Sarreguemines en internat. La demande d'un lycée public à Bitche aura épuisé des générations d'élus et de parents d'élèves, puisque la première association de parents est créée en 1976. Après des pétitions, des réunions et des grandes manifestations, le collège Tessier devient lycée. Avec un effectif de 600 élèves, le lycée Tessier est un établissement à taille humaine. C'est un lycée qui reste un lycée familial. On connaît tous nos élèves, même si avec la crise Covid c'est un petit peu plus compliqué. Mais les professeurs, les personnels sont très attachés à leur lycée. En 30 ans, ce sont environ 18 000 élèves qui sont passés entre ces murs. Les quelques 400 photos de classe exposées pour l'occasion témoignent de cette histoire. Alors on l'a voulu festif, hein, c'est pas une porte ouverte, c'est vraiment un anniversaire, donc c'est la fête, c'est un moment aussi de retrouvailles entre les anciens, puisque nous avons invité toutes les personnes qui sont passées au sein du lycée, hein, que ce soit les proviseurs, que ce soit les professeurs. Reportée à plusieurs reprises, la fête a enfin pu avoir lieu avant les derniers conseils de classe et la période des examens. Une fin d'après-midi festive, mais perturbée par la pluie. Ce week-end, c'était aussi la 15e édition de la fête du sport sur l'esplanade du Casino des Faïenceries. La ville de Sarreguemines compte 59 associations sportives et ce week-end, il était possible d'en découvrir la moitié et de pratiquer gratuitement l'activité proposée, aperçue en images dans ce reportage de Guillaume Dumonteil. Journée bien remplie pour ces jeunes sportives qui n'ont pas perdu de temps. On a découvert le tennis, on avait fait du tir à l'arc. Là, on se prépare pour faire du canoë et on a fait aussi du rugby. Le tout à un même endroit sur l'esplanade du Casino des Faïenceries. Sur place, on retrouve des activités très variées qui se pratiquent dans l'eau, sur l'eau, dans les airs et bien évidemment aussi au sol. 25 associations sportives participent à cette manifestation. L'objectif, c'est d'en avoir encore plus, mais après, on va se retrouver dans une situation où il faudra un peu plus de place. Par définition, la fête du sport a toujours eu lieu ici, sur le casino, et parce que le lieu s'y prête, on a l'eau, on a le sol, et maintenant, il va falloir voir comment ce sport, cette fête va se développer dans les années à venir. Après 2 années d'interruption, la fête du sport reprend donc du service. Cet événement permet aux membres d'associations sportives de montrer leur activité et à ceux qui pourraient être intéressés par telle ou telle discipline de s'initier. Je trouve que c'est bien, ça fait permettre de découvrir plusieurs sports qu'on ne connaissait pas ou qu'on connaissait déjà et permettre à tout le monde de faire découvrir son sport. Ouais, c'est trop bien. Tu peux faire tous les sports gratuitement, c'est bien. Ouais, on peut découvrir plein de sports, se faire des nouveaux amis. Ouais. On peut parler avec des pros du sport. Et c'est ça qui est bien, on peut retrouver des gens qui ont la même passion que nous et c'est cool. Cette 15e édition de la fête du sport a connu une météo contrastée. S'il a fait beau samedi, la journée de dimanche était plus froide et plus humide.
Dimanche matin, pour le coup, la météo était parfaite pour courir. Il ne faisait pas chaud et la pluie avait même cessé de tomber en début de matinée, ce qui a permis aux participantes et aux participants de la 5e édition de l'épreuve pédestre Les Sarregueminoises contre le cancer de bénéficier de conditions météorologiques idéales. Guillaume Dumonteil était sur la ligne de départ. Ces images-là, ce bonheur-là de courir ensemble avec la même tenue vestimentaire et pour une bonne cause, la lutte contre le cancer, l'épidémie de Covid nous en avait aussi privés pendant 2 années. Mais aujourd'hui, c'est du passé. La 5e édition de la course, ou marche pédestre de 5 km, les Sarregueminoises contre le cancer, a pu se dérouler et à la date habituelle, à savoir le dimanche de la fête du sport. Contrairement aux éditions précédentes, la participation était néanmoins plus faible. 650 personnes ont pris part à ce rendez-vous sportif et festif contre plus d'1 millier habituellement. La météo incertaine et le long week-end de Pentecôte sont avancés pour expliquer ce nombre plus faible de participants. Mais cela ne devrait pas avoir d'incidence sur la somme d'argent récoltée pour aider à la lutte contre le cancer. Les autres fois, on avait récolté dans les 7 000, 7 300 euros. J'espère cette année, comme on a eu de bons sponsors, ils ont été généreux. Donc j'espère que malgré le nombre un peu inférieur, on arrivera quand même à donner cette somme-là. Quoi qu'il en soit, rendez-vous est déjà pris pour l'année prochaine. Les femmes et les hommes déguisés en femmes seront de retour en 2023 pour aider la Ligue contre le cancer dans son combat. Après l'effort, le réconfort, ce matin a eu lieu la finale du concours de pâtisserie organisé dans le cadre du festival Lust in Sarreguemines. Une finale qui s'est déroulée devant les caméras de Mosaïque Cristal, ici à l'auberge Saint-Walfried. Et vous pourrez la voir prochainement sur notre chaîne. Benjamin Civil, bonjour. Bonjour. Alors je le disais, cette finale, c'était dans le cadre du festival. C'était la toute première édition de Lust in Sarreguemines. Quel est le bilan que vous dressez de cette grande première ? Un bilan très positif et surtout qui nous amène à la conclusion qu'il faut en avoir une seconde. Ça, je pense que c'est le plus important. On a eu déjà beaucoup de visiteurs, il faut le dire, un peu moins de 3000 personnes en 2 semaines, avec à peu près les 2 tiers qui se sont rendus donc, aux différents concerts de musique qui ont ponctué tous les soirs dans un autre bar ou restaurant de la ville ce festival, et puis 1 tiers pour les différentes expositions d'art, dont celle qui est toujours possible d'aller voir au Carré Louvain. Et puis bien sûr, avec ces 2 grands concours, le concours littéraire, le concours de pâtisserie, dont on vient d'avoir la finale, je ne révélerai pas le gagnant tout de suite, mais non, un très grand succès. Ouais. Alors, en attendant la 2e édition, on l'espère l'an prochain, vous organisez un autre événement qui va se dérouler là, ce week-end, vendredi et samedi, à Sarreguemines, la fête de Montmartre à Sarreguemines. Quel va être le programme ? En fait, quand on a lancé Lust in Sarreguemines avec Camille Schaeffer, qui est aussi de Sarreguemines comme moi, l'idée c'était de proposer des choses aux habitants de la ville, aussi à des jeunes artistes pour pouvoir s'exprimer. Et Montmartre et Sarreguemines, c'est tout à fait dans cette idée. On a eu la chance, avec ce festival et cette première édition, de rencontrer en fait les envies de gens très importants pour la ville, notamment les vitrines de Sarreguemines, l'association des commerçants et Jamila Loumi, que je salue, qui nous a contactés pour organiser d'autres manifestations culturelles avec le soutien de la mairie. Et Montmartre à Sarreguemines, en 2 mots, c'est en fait vendredi prochain et samedi prochain, donc le 10 et le 11, à partir de l'après-midi et jusque très tard le soir, des animations de rue, donc avec des artistes comme à Montmartre qui vont pouvoir faire votre portrait, faire vos caricatures, donc n'hésitez pas à y aller. Et puis plein de concerts un peu partout en ville, histoire de préparer tranquillement la Saint-Paul, avec aussi bien sûr la gastronomie au rendez-vous. Et bien vivement vendredi, et merci beaucoup Benjamin d'avoir participé à cette émission en direct de l'auberge Saint-Walfried, qui vous le savez sans doute n'est pas qu'un restaurant gastronomique étoilé, c'est aussi un hôtel de charme 4 étoiles qui propose 22 chambres dont 9 suites. Partons donc à la découverte de la partie nuit de l'établissement dans ce reportage de Guillaume Dumonteil. En 1997, l'auberge Saint-Walfried a cessé d'être seulement un restaurant. À cette date, elle est aussi devenue un hôtel avec l'apparition de 11 chambres. Leur nombre a été doublé en 2019 après les travaux d'extension. L'auberge Saint-Walfried est aujourd'hui un hôtel de charme 4 étoiles, disposant de 13 chambres et 9 suites. Chacune est décorée suivant une thématique artistique précise. À sa manière, l'auberge Saint-Walfried est donc également un musée. Nous avons mis en avant les peintres lorrains, les cristals de Saint-Louis et la faïencerie de Sarreguemines, dans le but de mettre en avant la culture et l'artisanat local.
Comme les autres établissements recevant du public, l'auberge a été frappée de plein fouet par une batterie de fermetures et de restrictions dans le cadre des mesures de lutte contre la Covid. Mais cette période difficile fait désormais partie du passé et le taux d'occupation est bon. C'est reparti comme avant avec un regain d'activité depuis janvier 2022. Quel type de clients fréquentent l'hôtel? Dans leur très grande majorité, des étrangers. Essentiellement en semaine, une clientèle d'affaires et en week-end, une clientèle touristique. Pour dormir dans une de ces chambres ou suites, il faut compter entre 125 et 325 €. Voilà, vous savez presque tout sur la partie hôtellerie. Côté restaurant, l'auberge Saint-Welfried se compose d'une équipe d'une dizaine de personnes. Certains sont diplômés alors que d'autres sont encore en formation. 4 apprentis ont décidé de faire leurs armes dans les cuisines de ce restaurant gastronomique. Christelle Reviaco les a rencontrés avant le coup de feu. L'apprentissage est souvent défini comme étant la voie royale pour trouver un emploi. Au Saint-Welfried, 4 apprentis ont rejoint les rangs en cuisine. Âgés entre 18 et 25 ans, ils sont répartis entre plusieurs postes, au garde-manger, au poisson et à la rôtisserie. L'emploi du temps est adapté, les apprentis restent 3 semaines en entreprise et vont 1 semaine à l'école. Au restaurant, la pratique est de mise, ce qui leur permet d'approfondir leurs connaissances. Je travaille avec quasiment que des produits bruts. Ça veut dire qu'on travaille tous les produits et qu'on apprend à tous les travailler de différentes manières. On voit beaucoup de choses, que ce soit du pâté de campagne, des plats vraiment traditionnels de l'époque, mais aussi de la gastronomie. Et du coup, on a des bases beaucoup plus larges. Au sein de l'équipe, une ancienne apprentie de l'UFA, Michel Roth, est devenue employée. Elle est maintenant chef de partie du garde-manger. Je connais l'endroit, je connais la maison, je sais comment il travaille, je sais ce que le chef veut exactement, donc c'est un plus. Elle a sous son aile 2 personnes qu'elle doit manager. Son équipe s'occupe des entrées amuse-bouche et entremets. Mais les apprentis sont aussi présents dans la salle, comme Anthony qui a débuté au Saint-Welfried il y a quelques mois. Les premières choses que je fais, c'est je prépare l'office. Donc je range les couverts, je prépare aussi parfois les serviettes. L'apprentissage a le vent en poupe et séduit de plus en plus de jeunes ces dernières années. Pour ces apprentis, ils ont décidé de se faire la main au Saint-Welfried, restaurant étoilé au guide Michelin. Et le chef vient de me rejoindre sur ce plateau. Bonjour Stéphane Schneider. Bonjour. Et merci beaucoup de nous accueillir dans votre établissement pour cette émission spéciale. Alors, le Saint-Welfried, c'est une histoire de famille. Tout a commencé il y a très longtemps avec votre arrière-arrière-grand-père. Maintenant, c'est la grande famille de la restauration. C'est vous qui la dirigez. Mais on vient de le voir dans ces images. Votre équipe, en ce moment, on parle beaucoup de manque de main-d'œuvre, de galère pour trouver du personnel dans la restauration. Et du coup, je me demande, est-ce que dans un restaurant étoilé comme le vôtre, vous avez aussi des soucis pour recruter du personnel ? On a également des soucis pour recruter du personnel. Mais comme vous le montrez très bien dans le reportage, c'est vrai qu'avec l'assise qu'on a, je veux dire, on arrive quand même à trouver des jeunes qui sont motivés et qui veulent se lancer dans le métier. Et puis, si on regarde du côté des cuisines, jusqu'à il y a finalement pas si longtemps, j'ai l'impression que c'était quand même plutôt un monde d'hommes. Chez vous, sur les images, on voit beaucoup de femmes, et notamment votre sous-chef qui a succédé à Mathieu Otto. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu d'elle ? Oui, avec grand plaisir. C'est Virginie, donc, qui m'accompagne maintenant depuis une douzaine d'années et qui a succédé à Mathieu. Ça change quelque chose que ça soit une femme ? Ça change un petit peu, oui. Il y a une autre sensibilité, c'est vrai. Alors, en plus de vous mobiliser au quotidien pour conserver chaque année votre étoile, vous aidez aussi régulièrement vos employés à préparer des concours gastronomiques, même au niveau des apprentis. Je voulais savoir à quel point c'est important pour vous et à quel point vous tremblez, ou est-ce que vous arrivez à être serein le jour où le guide Michelin dévoile son palmarès ? Non, on tremble toujours. Je veux dire, il y a toujours l'appréhension finalement de perdre l'étoile, ce qui nous est déjà arrivé d'ailleurs. On a perdu l'étoile de 93 à 97. Et c'est vrai qu'on la remet en question finalement tous les ans. Un sacré challenge. Alors, il y a ce souci du maintien de la qualité au niveau de la cuisine, mais on l'a vu, il y a aussi l'amélioration constante de l'établissement. Il y a eu l'extension au niveau de l'hôtel. Et puis là, vous êtes de nouveau en plein travaux. Alors, de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'un espace détente. Donc, on a une clientèle qui nous pousse un tout petit peu à garnir notre offre hôtelière.
Donc il y aura bientôt un espace détente avec une piscine, un sauna et un hammam. Et encore de quoi attirer et séduire de nombreux clients. On l'espère, qui viendront nombreux à Sarreguemines. On vous le souhaite. Bonne continuation. Merci encore pour votre accueil et puis de nous permettre de profiter de ce cadre pour cette émission. On va continuer à faire découvrir votre établissement à nos téléspectateurs. Alors, on a parlé de l'hôtel et du restaurant, mais que serait un repas sans un bon verre de vin ? Sans en abuser, bien sûr. Je vous rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Mais au Saint-Welfried, sous les pieds des clients, se trouve une cave qui est remplie de trésors parfois inestimables. C'est Jean-François, sommelier de métier, qui s'occupe de ces bouteilles. Christelle Reviaco l'a rencontré. C'est un trésor qui se cache au sous-sol de l'auberge Saint-Welfried. Dans cette cave, entre 5000 et 6000 bouteilles attendent d'être débouchonnées. On y retrouve en grande partie du vin rouge, du vin blanc et du champagne. La majorité des vins proviennent de France, avec une région qui se démarque des autres. Les gens aiment la Bourgogne. J'essaye de cibler toute la Bourgogne et non pas que la Côte d'Or, que le Chablis, mais aussi il y a le Mâconnais, la Côte Chalonnaise qui fait de belles choses. Dans cette cave, quelques bouteilles prestigieuses s'y dissimulent. Donc là, on est sur des bouteilles un peu uniques. C'est le domaine de la Romanée-Conti. C'est un domaine assez particulier en Bourgogne. Le sommelier estime à 800 000 € sa cave. Pour ne pas perdre une goutte, le vin est conservé dans les meilleures conditions. Une clim permet de garder une température constante et le taux d'humidité est aussi scruté. Il est aux abords des 75%. Les bouteilles sont conditionnées hors des cartons dans des casiers prévus à cet effet. Depuis la création de la cave, il y a une centaine d'années, les tendances des clients ont changé vis-à-vis de la consommation du vin. Les gens consomment de moins en moins, mais de plus en plus de vins qualitatifs. Le sommelier doit s'adapter. Il commande en plus petite quantité, mais achète des vins de plus grande qualité. Une consommation qui a baissé, mais toujours bu avec modération. Il y a aussi un incontournable dans la gastronomie française, c'est le pain. Alors chez les restaurateurs, certains se le font livrer dès l'aube, mais d'autres le produisent directement sur place. Et c'est le cas du Saint-Welfried, où le pain est produit tous les matins dans les cuisines. Christelle Reviaco a rencontré la boulangère pâtissière. C'est une tradition qui dure depuis plus d'une vingtaine d'années. Tous les matins, le pain et les viennoiseries de l'hôtel sont réalisés ici, au Saint-Welfried. À côté des casseroles et autres ustensiles de cuisine se trouve la boulangerie. En général, le matin, je commence par tout ce qui est pain. Et après, on se prépare sur le service du midi, en fait. Pour tout ce qui est dressage de dessert à l'assiette. La quantité de production est loin des boulangeries traditionnelles. Le pain est réalisé en fonction des couverts. Ce midi, 40 personnes étaient attendues. En moyenne, un client mange 3 pains, ce qui représente plus d'une centaine de petites baguettes au total. Sans oublier celles pour l'hôtel. Je vais faire 3 petits au levain pour aujourd'hui et demain. Et les simples, on a fait 8 kilos de farine, quoi, à peu près. Dans la boulangerie, 2 types de pains sont produits. Un en levain avec de la levure pour le repas et un autre pour le fromage exclusivement au levain. Pour la provenance de la farine, le local est privilégié. Elle vient du moulin de Sarralbe. Après repos, les pains sont envoyés à la cuisson. Il ne reste plus qu'à les déguster. Et bon appétit si vous êtes à table. Pour nous, il est déjà temps de refermer cette page gourmande pour jeter un œil aux prévisions de Météo France pour demain. Protégez et mettez en lumière votre maison avec toutes les nuances de crépi proposées par Moderabitat. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, s'il y a bien une chose qui fait partie intégrante de notre paysage local, ce sont les roues de balai. On peut en voir un peu partout dans les champs, des ronds, des carrés, emballés dans du plastique ou non. Mais notre spécialité, c'est d'en faire des décorations. Il y a quelques mois pour Pâques, on a pu en voir à Saint-Avold représentant des mignons petits lapins. Mais les plus connus sur le secteur, ce sont certainement Miss et Mister Patate qui annoncent chaque année la fête de la pomme de terre à Veulflin. Et en ce moment, ce sont ces petits personnages que vous pouvez apercevoir en allant vers Sarreguemines qui annoncent le marché du terroir des Nocturnes de Veulflin. Et vous pourrez en profiter le 17 juin pour retrouver Maxou et ses copains pour faire vos courses, profiter d'un bon dîner ou encore célébrer la fête de la musique.
Côté météo pour demain, le temps se gâte. On débutera la journée sous des averses plutôt soutenues qui finiront par se calmer dans le courant de la journée, mais sans s'arrêter pour autant. Les températures iront de 10 à 11 degrés le matin et de 18 à 20 degrés en journée. Demain, nous fêtons les Médards et il fera jour de 5h31 à 21h37. Passez tous encore une très belle journée et à demain. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Vous êtes à Sarreguemines, faites d'une pierre deux coups et profitez-en pour faire vos courses hebdomadaires. Un parking au frais et au sec gratuit, un caddie, l'ascenseur et vous voilà déjà dans un superbe magasin Leclerc. En dehors des grands classiques, l'offre en produits frais, viande, poissonnerie, fruits, légumes et pâtisseries est carrément exceptionnelle. Leclerc au Carré Louvain de Sarreguemines, l'essayer, c'est l'adopter. Chez AVS Santé, nous favorisons le maintien à domicile à travers 3 domaines d'activité. Le transport, l'aide à domicile, la distribution et l'installation de matériel médical. Nous sommes à votre écoute et vous proposons les meilleures solutions. Acteur majeur de la santé et l'aide à la personne en Moselle-Est, nous sommes présents à Sarreguemines, Beach et Morsbach. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Vous voulez faire partie d'une entreprise dynamique et participer à des projets novateurs à travers tout le département? Our Corporate recrute dans plusieurs secteurs. Envoyez votre candidature par mail au service recrutement. Our Corporate, améliorer le cadre de vie de tous depuis plus de 40 ans. Un apprenti, pourquoi faire? Un apprenti, ça permet tout d'abord d'avoir quelqu'un qui a des connaissances nouvelles et ça permet ensuite pour l'entreprise de pouvoir former cette personne à notre culture, à nos installations, dans le but de pouvoir le garder à l'issue de sa période d'apprentissage. L'apprentissage, la voie de l'excellence avec l'UFA Michel Roth. Du 24 au 26 juin, vivez une nouvelle édition du Festival des Arts de rue de la Saint-Paul à Sarreguemines. Partez à la rencontre d'une vingtaine de compagnies avec artistes, musiciens, jongleurs, artisans, rires et émotions en tout genre, convivialité et bonne humeur. Les rues vont se transformer en un gigantesque théâtre à ciel ouvert. Inauguration en fanfare et échassier, vendredi 24 à 18h, place du marché. Le samedi soir dès 22h30, assistez au grand spectacle féerique, l'envol de la compagnie Remue Ménage. Programme complet sur www.sarreguemines.fr. 8 candidats briguent le siège de député de la 5e circonscription de la Moselle. Alors nous avons enregistré une interview de chacun d'eux dans les conditions du direct et nous les diffusons dans l'ordre du tirage au sort effectué en préfecture. La numéro 6 aujourd'hui, c'est Nicole Triss, candidate Ensemble, majorité présidentielle. Voici son interview. Bonjour Nicole Triss. Bonjour Julia. Pour commencer cette interview, je voudrais que vous nous disiez quelques mots sur vous, en dehors de la politique. Qui est Nicole Triss ? Nicole Triss est une femme qui a cette année 59 ans, mariée, 2 grands-enfants, qui fait de la politique et qui est députée depuis 5 ans et qui est originaire, j'allais dire du terroir, née à Sarreguemines, grandie à Sarreguemines. J'ai choisi de faire ma vie ici, d'élever mes enfants ici, donc je connais parfaitement ce territoire. Alors vous l'avez dit, vous êtes la députée sortante. Dites-nous pourquoi briguez-vous un nouveau mandat et pourquoi sous l'étiquette Ensemble ? Alors, pourquoi je brigue un nouveau mandat ? Parce que je pense que le travail n'est pas fini. Ça fait 5 ans que j'ai travaillé, j'ai relevé des défis pour notre circonscription. Je pense qu'il y a encore de quoi faire et avec l'expérience et les idées que j'ai, en phase avec la majorité présidentielle, effectivement, je pose ma candidature pour un second mandat. Ensemble, avec tous les progressistes démocrates et européens qui font cette majorité présidentielle. Est-ce que vous seriez prête à voter pour une loi qui n'émanerait pas de votre parti ? Je serais prête à voter pour une loi dans l'intérêt général, d'où qu'elle vienne. Alors, on va parler un petit peu des mesures que vous voudriez défendre. En premier lieu, concernant le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat est vraiment le sujet en ce moment prioritaire. Effectivement, depuis l'invasion de la Russie en Ukraine, avec le problème des énergies qui ont effectivement fortement augmenté,
Le gouvernement a déjà fait beaucoup pour le pouvoir d'achat. Avant la guerre en Ukraine, on avait fait beaucoup puisqu'on avait supprimé la taxe d'habitation, on a baissé les impôts pour les sociétés, baissé les impôts pour les ménages. Depuis cette explosion du coût de l'énergie, on a mis en place un bouclier tarifaire pour juguler un tant soit peu l'inflation qui en découle. Et je pense réellement qu'il faut absolument qu'on vote très vite une loi qui protège davantage encore tous les Françaises et tous les Français. Et cette loi-là, on va en discuter dès le mois de juillet, dès après les législatives. Très concrètement, pour tout ce qui est de la retraite, pour vous, une pension de retraite complète, ça doit être à quel âge et avec combien d'années de cotisation ? Alors, je vous pose la question différemment. J'entends parler de 40 annuités pour la retraite. Comment faites-vous lorsque vous avez un enfant qui a fait des études jusqu'à l'âge de 25 ans, qui peut être à la retraite à 60 ans pour faire ces 40 annuités ? Comment faites-vous lorsque vous avez des périodes de chômage tout au long de votre carrière pour arriver à avoir ces cotisations et cette annuité ? Comment faites-vous lorsque vous êtes une femme seule avec des enfants qui doit s'arrêter pour élever les enfants, pour arriver à toucher une retraite à 60 ans ? Et quel type de retraite ce sera alors ? Je pense que c'est ça la vraie question. On ne peut pas dire on veut tant d'annuités et dès l'âge de 60 ans. Il faut mettre les choses sur la table et savoir ce qu'on veut comme type de retraite. Et surtout donner une retraite digne aux personnes qui ont l'âge de la retraite. Et je terminerai quand même par vous poser une autre question. Est-ce que vous croyez que quelqu'un qui a 59, 60 ans, qu'on lui dit « bon, maintenant tu vas à la retraite », aura envie d'être à la retraite? Je pense qu'il faut être aussi un peu plus flexible avec les gens, les laisser travailler s'ils veulent travailler, ne pas aller jusqu'au bout de 60 ou 65 ans lorsqu'il y a effectivement une invalidité, une pénibilité de métier ou une carrière longue, là effectivement, mais de manière générale, parler d'un dogme en disant retraite, 60 ans, 40 annuités, ça ne veut rien dire. On n'est pas tous égaux par rapport à ça et il faut tenir compte de toutes ces populations dont je vous parlais à l'instant. Alors on va changer complètement de thème. Selon vous, quelles sont les principales mesures à prendre concernant l'écologie et l'environnement ? Alors la première, c'est de toute manière faire attention à notre environnement. Clairement. Ça passe, et c'est pour ça aussi qu'on parlait d'un thème qui est interministériel. Ça passe par l'éducation, ça passe par les rénovations de bâtiments, ça passe pour éviter les passoires énergétiques, ça passe par la façon de vivre qui fait qu'effectivement on peut faire attention, ne pas être trop dispendieux avec l'énergie et pouvoir également tenir compte d'un environnement qui soit un environnement durable pour préserver cet environnement et pour préserver effectivement une planète qui puisse être plus simple pour nos enfants. De manière générale, vous personnellement, quel est votre principal cheval de bataille, la cause que vous voulez le plus défendre ? J'en ai plusieurs, je vais vous en énoncer 2 ou 3. Indépendamment du pouvoir d'achat, parce que là je pense vraiment qu'il y a urgence et qu'il faut effectivement continuer à travailler là-dessus et à protéger encore plus les Français. Je parlerai du grand âge, parce que ça nous concerne tous, parce que avec ce qu'on entend dans l'actualité concernant les EHPAD, et Dieu merci, ils ne sont pas tous pareils, mais on voit bien qu'il y a un problème. Il y a un problème de recrutement pour les professionnels. Il y a un problème aussi pour les résidents. Je pense qu'il faut réfléchir différemment pour nos aînés, pouvoir les maintenir dans leur lieu de vie, parce que c'est ce qu'ils veulent en réalité, et faire qu'autour il y ait comme un cordon sanitaire, un cordon humain, je dirais, que ce soit des infirmiers, des aides à domicile, etc. Donc déjà, il y a effectivement le grand âge, le penser différemment et avec une considération différente pour nos aînés. Le deuxième point, ce serait le handicap. Il y a beaucoup à faire encore pour le handicap. J'entends régulièrement des parents qui m'en parlent et je me dis, on n'a pas fait assez, il faut vraiment accélérer, trouver des structures, aider les parents, aider les aidants. Et puis la fin de vie, je vous en ai déjà parlé, le fait de pouvoir
avoir le choix, mourir dans la dignité, avoir le choix de sa fin de vie, lorsqu'effectivement on voit des personnes, même jeunes, qui vont en Belgique ou en Suisse pour mourir dignement, pour ne pas avoir d'acharnement thérapeutique. Je crois qu'il faut les écouter parce qu'ils sont en grande souffrance et j'aimerais effectivement les aider dans ce sens-là, donner le choix à nos concitoyens. Voilà, ce sont 3 grands thèmes. J'en rajouterai un 4e si vous me permettez, c'est peut-être de proposer un réel choix de formation à nos jeunes, ici, de formation professionnelle, parce qu'il y a moyen de faire, même si on est dans un territoire somme toute rural, mais pour éviter que les jeunes ne partent dans les grandes villes ou dans d'autres départements et ne reviennent plus, il me semble important qu'au niveau de l'éducation et au niveau de la formation professionnelle, on ait un choix qui soit tout à fait adapté et à l'envie des jeunes pour qu'ils puissent être heureux dans leur métier et qui soit adapté aux entreprises locales qui, eux, cherchent à recruter. Et peut-être plus spécifiquement au niveau local, s'il y avait une grande cause à défendre concernant directement la 5e circonscription de la Moselle, ça serait laquelle pour vous? La mobilité et le travail. La mobilité, on en parle beaucoup, je pense notamment au Pays de Bitche. Je crois que l'un ne va pas sans l'autre. Lorsque la mobilité, ce problème sera résolu, je pense que le problème du travail sera simplifié aussi et ça pérennisera un bassin d'emploi et donc un bassin de vie. Tout en découle. Concernant les salaires, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, demande aux entreprises qui le peuvent d'augmenter les salaires. Quelle est votre réaction? Je suis d'accord avec lui, absolument. Je pense qu'il y a des salaires qui doivent être revalorisés. L'État ne peut pas obliger les entreprises à augmenter les salaires. On a bien des grilles de salaire, on suscite, mais je crois vraiment qu'il y a des salaires à revaloriser, c'est nécessaire, bien sûr. Pour vous, quel est le principal rôle d'une députée? Défendre les intérêts du territoire et des habitants du territoire, c'est un rôle qui me paraît important. C'est comme ça qu'effectivement, pendant le premier quinquennat, j'ai pu faire entendre la voix du territoire au niveau national. C'est la raison pour laquelle on a pu quand même faire aboutir des dossiers qui existaient depuis plusieurs années et qui traînaient, il faut bien le dire. La labellisation de l'hôpital de Bitche, donc la pérennité de cet hôpital, la pérennité du tribunal judiciaire avec un effectif renforcé au complet, la construction d'une nouvelle gendarmerie qui était nécessaire parce que celle qui est encore là actuellement est vétuste et qu'il faut donner des conditions de travail et de vie dignes aux gendarmes et à leurs familles. Et puis, je pense que vraiment, et j'ai eu le plein soutien du ministère, de la ministre Pannier-Runacher et de l'Élysée, puisque je me suis entretenue à ce propos avec le président. La session qui a été finalement douce entre Daimler et Ineos, le fait d'avoir pu préserver les emplois pour Ineos. Je pense que, voilà, ça me paraît tellement logique d'aller au charbon, d'aller au combat pour ça, tellement logique de pouvoir défendre son territoire. C'est pour moi l'essentiel, en fait, c'est ça. Bien sûr, en parallèle, vous avez le rôle de législateur, qui est de voter des lois pour améliorer le quotidien des uns et des autres. On a voté beaucoup de lois qui ont pu faire rebondir l'économie. Et ensuite, le pendant de ça, de voter les lois, c'est effectivement de pouvoir vérifier sur le terrain si c'est bien concrétisé, si ça se met en application ou si au contraire il y a des dysfonctionnements. Donc vraiment, le député, c'est vraiment un maillon important entre le territoire, les habitants et Paris. Et lorsqu'il y a des atouts à mettre en avant, il faut les mettre en avant. Lorsqu'il y a des difficultés à signaler, il faut les signaler. Et franchement, je suis heureuse là de mon quinquennat et de ce que j'ai pu faire, même si je n'ai pas tout fait, même s'il y a encore des choses à faire. Et c'est la raison pour laquelle je candidate pour un second mandat. Mais ce qui est certain, c'est que le territoire est bel et bien reconnu et identifié à Paris. On a quand même eu, par exemple, la visite d'une dizaine de ministres qui sont venus nous voir, dont la plupart sont restés au gouvernement pour celui-ci. Il vous reste 30 secondes maximum pour vous adresser directement aux téléspectateurs, dont un grand nombre sont des électeurs. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ?
Alors, je voudrais d'abord les remercier de m'avoir fait confiance pour le premier quinquennat. Je sollicite leur confiance pour le prochain. Je pense que je serai d'autant plus efficace que je connais désormais les rouages et de Paris et de tout ce qui est institutionnel. Et puis, je voudrais dire que dans ce quinquennat-là, je continuerai à travailler avec les élus locaux, avec le territoire, ce que j'ai fait avec beaucoup de plaisir pendant 5 ans et que je compte faire encore là de manière encore plus approfondie, encore plus développée, parce qu'on parle beaucoup de la spécificité du territoire. C'est important et c'est ça que je veux dire. C'est vraiment porter haut les couleurs de la 5e circonscription de la Moselle. Et bien, verdict dans quelques jours, puisque c'est déjà la fin du temps imparti. Et donc, rendez-vous dimanche 12 juin pour le premier tour des élections législatives.